Bonjour tout le monde, bienvenue. Jour 1 après-midi, on continue notre superbe programmation de la semaine de la formation à distance. Je m'appelle Sylvain Deshôtels, je suis au pôle d'expertise intérieure en formation à distance. Je coordonne la magnifique équipe de soutien, accompagnement et formation. Je vous invite dans le clavardage. Il y a plein de gens qui nous ont dit bonjour. Vous pouvez nous écrire, tiens, de quel ordre d'enseignement vous nous parvenez? Collégial, universitaire, secondaire, formations aux adultes, primaire, vous êtes dans un organisme paragouvernemental, dans une entreprise, dans un OBNL. Bref, on veut savoir de quel milieu vous venez. Voilà. Sentez-vous bien à l'aise d'utiliser le clavardage? C'est ce qu'on fera tout au long de l'atelier cet après-midi. Jumelage interculturel et plurilingue en ligne, des expériences pour un apprentissage humain. C'est le titre, ma foi, intriguant et intéressant de notre activité cet après-midi. Je vais vous présenter les deux personnes qui vont venir nous entretenir de ce sujet. Premièrement, Sébastien. Bonjour, Sébastien Dorderlein est professeur de langue et culture allemande à l'École de langue de l'UQAM. Il s'intéresse aux questions de motivation, de plagiat, de transmission culturelle dans l'enseignement des langues. Et ses recherches portent sur un sujet qui m'intéresse grandement. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. L'histoire sociale de la région frontalière franco-allemande au 20e siècle. Il me semble que ça ferait une bonne conférence, ça, prochaine fois. Juliane Bertrand, sa collègue qui va aussi présenter. Bonjour. Juliane est professeure agrégée en français langue seconde à l'École des langues de l'UQAM. En plus, elle est co-chercheuse au partenariat universitaire sur la prévention du plagiat. Là, encore un champ d'intérêt qu'on partage avec le pôle, évidemment, qu'on s'intéresse de plus en plus aux enjeux d'intégrité académique dans le cadre ou dans le contexte d'une utilisation de l'intelligence artificielle générative. Ça, c'est un autre sujet. On en reparlera une autre fois. Prochaine invitation. Voilà. Donc, elle s'intéresse aussi aux facteurs de motivation et à l'apprentissage des langues à l'université. Derrière moi, en coulisses, plusieurs personnes de l'équipe qui s'occupent de modération et de la régie. Parlant de modération, allez-y librement avec vos impressions, commentaires, souhaits ou vœux dans le clavardage. Nous allons, à la fin de la présentation de nos deux invités, mettre de l'avant les différentes questions que vous aurez soulevées, puis on prendra un certain temps là, à la fin de l'heure pour échanger avec eux. Voilà, bon atelier, bonne présentation. Merci beaucoup. Donc, je partage mon écran. J'espère que tout le monde peut bien le voir. Oui, ça fonctionne bien. Parfait. Voilà. Excellent. Donc, jumelage interculturel et plurilingue en ligne. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'introduction. Comme Sylvain m'a dit dire, Julien et moi, on vient de l'école de langue à l'UQAM où on enseigne les langues étrangères et secondes. Et c'est dans le cadre de cet enseignement-là que nous sommes intéressés ou nous intéressons au jumelage interculturel et plurilingue. Donc, le projet pour cette présentation, c'est de vous donner un peu une petite mise en contexte autour de notre questionnement, pourquoi nous nous occupons beaucoup avec ces jumelages-là, et de vous présenter donc nos projets que nous avons développés en français, Juliane, mais vous voyez sur les drapeaux ici affiché un projet entre le Québec, notamment le Cam et le Brésil. Et pour ma part, je vous parlerai d'un projet qui existe depuis quelques années avec l'Allemagne. Euh, Nous avons aussi quelques questions, des questions que nous nous sommes posées nous-mêmes et que nous aimerions vous poser à vous aussi. Et c'est pourquoi notre présentation a lieu sur la plateforme Mentimeter. Et je vous invite, si vous pouvez, prendre votre cellulaire intelligent, scanner le code QR ici ou peut-être aller sur le site monty.com et entrer le code à 8 chiffres. Vous pouvez garder ça ouvert en tout moment. Si vous n'avez pas de téléphone, vous pouvez aussi juste ouvrir une deuxième fenêtre sur votre browser et entrer donc le site monty.com. La présentation sera ensuite en ligne sur cette plateforme-là. Vous pouvez la suivre soit sur Zoom, soit sur le site. Euh, et, euh, mais voilà, répondre aux questions.
de temps en temps. Donc, je vous donne peut-être quelques secondes pour rentrer. Je vois des premières personnes sont déjà connectées, c'est parfait ça. Donc, gardez ça ouvert pendant tout le temps. Ça va se dérouler en arrière-plan. Et on peut déjà aller sur la première question. Le code QR est toujours là, vous pouvez toujours scanner. Et la question est très simple, une question qui nous a préoccupé au début, hein. Pourquoi les gens apprennent-ils les langues en contexte scolaire? Là, je vous invite à pas trop réfléchir, hein. Vous avez place pour trois mots. Écrivez juste un mot ou trois fois un mot. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi la raison derrière l'apprentissage des langues en contexte scolaire? Obligation. Magnifique, ça commence bien. Curiosité, voyage. Incontournable, international, socialiser, interagir, ouverture sur le monde, hein, travailler, le plaisir, j'aime ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même dans le positif en général. On a commencé avec l'obligation, mais on reste dans le positif. Ouais. Intégration, voilà, très bien. Adaptation, voilà. S'ouvrir au monde. Ajouter une langue, une seconde langue, très, très bien. Magnifique. Donc voilà, plein de réponses qui nous intéressent et qui sont très, très intéressantes. La vie de tous les jours, multilingue, c'est parfait. Et c'est exactement cette question que nous nous sommes posée il y a quelques années quand Juliane, une autre collègue Preta Stark et moi-même avons travaillé dans le cadre du plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur du gouvernement, du ministère de l'Enseignement du Québec. Et dans ce cadre de ce plan d'action, nous avons travaillé sur un projet en lien avec la motivation et la persévérance. Notre sujet s'intitulait Renforcement du sentiment d'appartenance et augmentation de la motivation pour favoriser la persévérance dans les cours et programmes en allemand, langue étrangère. Et donc, notre question est de savoir qu'est-ce qui motive les gens à venir s'inscrire dans des cours de langue autres que les langues normales, donc pas l'anglais, mais dans ce cas-là, l'allemand, à l'université, et qu'est-ce qui fait de sorte qu'ils restent, hein, qu'est-ce qui motive ou stimule la persévérance, hein. Dans le cadre de ce projet-là, que nous avons mené pendant 3 ans, nous avons développé donc des organisations, des activités, mais aussi un sondage, justement pour comprendre qu'est-ce qui motive les gens. Et plusieurs réponses sont issues de ce sondage-là, mais juste pour vous présenter deux éléments assez intéressants pour nous. Mais c'est d'abord les principaux facteurs qui amènent les jeunes, les étudiantes et étudiants à choisir un cours d'allemand à l'université. Et ce qui est sorti, c'est que d'abord, c'est l'intérêt pour la culture germanophone en général, la volonté de éventuellement passer un séjour à court, moyen ou long terme dans un pays germanophone, et la volonté de s'entretenir avec des personnes germanophones. Bon, ça c'est juste pour s'inscrire, mais une fois qu'ils sont inscrits, qu'est-ce qui fait de sorte que les gens s'engagent, restent, continuent? Et là est sorti aussi les éléments de culture, donc les capsules culturelles, tout ce qui se passe en lien avec la culture dans le cours, toutes les activités. Le fait que nous travaillons avec une personne assistante, une jeune étudiante ou un étudiant venant de l'Allemagne et qui reste avec nous pendant un an, et cet échange étroit avec cette étudiante-là, ça motive nos étudiants et aussi la capacité de s'exprimer dans la langue. Donc, ces facteurs-là ont un impact assez important. Et donc, du coup, on s'est demandé, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, nous autres, dans le cadre de ce cours-là, pour justement mettre en place des activités qui permettent cet échange culturel authentique au Québec, là, et ce qui permet d'augmenter le temps d'expression en allemand avec des personnes germanophones. Donc, on a fouillé un peu dans la littérature, évidemment, et la littérature donne quand même plein de réponses sur la motivation, notamment les facteurs intrinsèques de maintien de la motivation, c'est le sentiment de compétence, l'apprenant doit se sentir compétent, puis il doit avoir le sentiment d'avoir la possibilité de choisir. Le premier mot qu'on a apparu, voit apparaître, c'est obligation. Alors, c'est pas super si on est obligé de le faire, on perd très rapidement la motivation, mais si on a la possibilité de choisir, mais ça stimule la motivation. L'expérience de groupe joue un rôle important. Donc, le partage des connaissances en tant que
des connaissances dans l'équipe, la solidarité, le respect, l'entraide mutuelle. Tous ces facteurs-là stimulent aussi la motivation et la persévérance et le sentiment de contrôle de la matière, c'est-à-dire idéalement, ne pas toujours travailler sur des situations évaluées, donc faire des activités qui reçoivent pour recevoir une note ou des points, mais des activités, des situations non évaluées, ou dans le cas de on peut partager, ou dans le cadre duquel le partage du contenu joue un rôle plus important que la précision langagière. Donc, on n'est pas toujours évalué sur ou corrigé, mais c'est vraiment la réalité de l'activité, ce qui stimule l'estime de soi. Et tout ça, tous ces points qu'on a vus dans notre sondage et dans l'évaluation, ben, ce sont des facteurs qui sont présents dans les jumelages interculturels et plurilingues. Ben, d'où voilà notre engagement, notre intérêt pour le sujet et notre collaboration dans ce sens-là. Mais là, voilà, prochaine question à vous. Ben, vous êtes ici aujourd'hui pour participer à cette activité-là, mais avez-vous déjà entendu parler de cette affaire-là, de jumelage, de tandem plurilingue et interculturel? Oui, mais juste entendu parler. Oui, j'ai participé. Oui, j'en ai même organisé. Ou non, c'est la première fois, je ne connais pas bien ça. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Les couleurs sont mal choisies. Je n'ai pas la version haut de gamme de Mentimeter. On est trop cheap. Donc, je n'ai pas pu choisir les couleurs comme je voulais. On a dû s'adapter au fond d'écran de l'iPhone. Donc, pour l'instant, on est autour de 35% de participants qui, oui, ont déjà entendu parler, mais on laisse encore quelques secondes. Ah, c'est quand même intéressant. Beaucoup de gens pressants ont déjà entendu parler des jumelages, mais personne n'a participé à des jumelages interculturels et plurilingues. Il y en a 11% qui ont déjà organisé, super. Puis quand même 40%, presque près de 40% qui entendent ça pour la première fois, c'est magnifique. Donc, super, Juliane, peut-être tu peux nous éclairer un peu sur les jumelages. Oui. Donc, les jumelages interculturels, c'est une formule que nous n'avons pas inventée. Ça existe depuis plus de 20 ans, entre autres à notre université l'UQAM. Il y a un livre qui avait été publié il y a une dizaine d'années sur le sujet. Donc, vous voyez sur la couverture, il y aura la référence à la fin du PowerPoint si ça vous intéresse d'en savoir plus sur d'où ça part cette idée-là. Donc, au départ, les jumelages interculturels se faisaient dans notre université dans les cours de français langue seconde, parce qu'on avait un public, beaucoup d'étudiants immigrants qui arrivaient au Québec, qui essayaient de mieux connaître la culture et de s'intégrer. Et si tu peux passer à la prochaine. Le Québec, on sait que c'est un territoire d'immigration, donc selon le plus dernier recensement, il y a environ 17% de la population au Québec qui est carrément née à l'étranger, 10% dont au moins un parent est né à l'étranger, et même parmi le 71% dont les deux parents sont nés à l'étranger, ça ne veut pas dire que les deux parents baignent entièrement dans les valeurs traditionnelles québécoises. Donc, il y a beaucoup de gens issus de la diversité au Québec, ce qui est une richesse de notre société. Mais le point commun, celui qui va réunir tout le monde, ça va être beaucoup la langue. Si on passe à la prochaine, donc toujours selon le dernier recensement, la langue française est partagée par 94% de la population comme une des langues de communication. Alors, c'est en s'intégrant dans la langue que peut commencer le processus d'intégration dans la société. Or, quand on parle de français au Québec, on parle d'une variété du français qui est utilisée ici, qui n'est pas forcément la même qui est utilisée en France. Mais quand les étudiants qui prévoient venir vivre au Québec, peu importe leur âge, commencent à apprendre le français à l'étranger, autant dans des écoles primaires, secondaires, universités, l'offre qui leur est fournie est beaucoup axée sur la France. Si on passe à la diapo suivante, ici, vous avez quelques exemples de manuels souvent utilisés dans des cours de langue, donc avec des adolescents, avec des adultes. Alors, on voit cette très belle tour Eiffel qui est très intéressante, mais qui n'est pas très représentative du Québec. Ou dans un manuel de phonétique, vous voyez ici un exemple où on travaille le son 1 et le son AN.
et on présente ces deux sons comme ayant la même prononciation, ce qui ne correspond pas non plus à la réalité du Québec. Donc, ce matériel est de qualité, mais il n'est pas forcément adapté pour aider quelqu'un à s'intégrer à la vie d'ici. Si on passe à la diapo suivante, des exemples de différences importantes entre la France et le Québec dans le français, on sait très bien au niveau phonétique, par exemple. En France, on va avoir tendance à neutraliser certains sons, comme le un, le et. Au Québec, on fait cette différenciation. Il y a beaucoup de diphtongaisons dans le français du Québec. On va dire mon père et des choses comme ça. Au niveau socio-culturel aussi, il y a des différences de valeur. Le tutoiement, le vouvoiement, c'est pas utilisé exactement de la même façon. Tout le vocabulaire du système scolaire, c'est pas du tout le même. Quand on fait référence à nos personnalités connues, j'ai cherché dans les personnalités les plus populaires en 2024 en France et au Québec. Et le premier nom qui sortait pour un scientifique, pour un humoriste, pour la musique, c'est pas du tout les mêmes personnes qui ressortent en premier. Oui, on partage toutes sortes de connaissances communes au niveau culturel, mais pas tout non plus. Dans le vocabulaire de tous les jours, au Québec, on va plutôt parler de crème glacée, en France de glace, le crayon à mine, crayon à papier, la chocolatine. Donc, il y a toutes sortes de variétés comme ça. Et quelqu'un qui va s'intégrer au Québec, peu importe son âge, a besoin d'accès à cette culture, ce qui ne se fait pas toujours dans le cadre scolaire. Donc, les jumelages viennent aider, si on passe à la suivante, les jumelages viennent aider à cette intégration, à avoir des nuances de vocabulaire. Le fait qu'un bleuet, en France, c'est une fleur, au Québec, c'est un fruit. La mitaine, en France, c'est le gant qui sépare les doigts. Au Québec, non, ça couvre tout. Donc, il y a plein de thèmes comme ça qui varient. Alors, si on continue. Donc, l'intégration culturelle passe par un accès à cette culture réelle. Cette culture qui passe de la rencontre avec des vrais gens. C'est pas seulement ce qui est dans les classes. Dans un processus de migration, ça finit par se faire. Parfois difficile. Mais si quelqu'un prévoit de venir, c'est bien qu'il puisse commencer en amont déjà à faire cette appropriation-là. Et c'est là que les jumelages en ligne vont avoir un potentiel pour aller rejoindre des gens en amont. Donc, si on continue, les jumelages, comme je disais au début, on les fait depuis longtemps en français, nous à l'UQAM, et ça se faisait d'abord principalement comme des activités en présentiel. Donc, on jumelait deux groupes d'étudiants. Alors, un groupe d'étudiants qui apprennent le français langue seconde, on trouvait un cours à la même plage horaire dans une autre discipline où il y avait surtout des francophones. Par exemple, on jumelait un cours de communication orale de français de niveau B2 avec un cours de travail social où les étudiants apprenaient à animer des petits groupes. Donc, c'était l'occasion idéale de parler ensemble. Alors, les étudiants de travail social mettaient en pratique leurs techniques d'animation d'aide mutuelle. Les étudiants de langue seconde mettaient en pratique leurs stratégies d'interaction orale. Pendant l'activité, ils n'étaient pas évolués, ils travaillaient sur des thèmes de leur choix et après, ils avaient l'évaluation. Donc, ça, c'était un peu les formules traditionnelles de jumelage qui existent encore, qui sont très populaires. Et on a voulu aller plus loin avec des jumelages en ligne. Parce que les commentaires, si on passe à la suivante, les commentaires des étudiants étaient très positifs sur les jumelages. Ils nous disaient, ah oui, grâce au jumelage, j'ai appris comment inscrire mes enfants à la garderie parce que je ne savais pas comment faire. C'est difficile de trouver des garderies, maintenant je sais comment. Ou grâce au jumelage, j'ai moins peur de parler. Avant, j'avais les mains mouillées quand il fallait parler. Et maintenant, je suis beaucoup plus encouragée pour prendre la parole. Petit à petit, on se sent plus à l'aise. Le sentiment égalitaire. Alors, on s'est dit, il faut aller plus loin. Il faut continuer avec ça. Et ça nous a amené à essayer des jumelages en ligne. On peut passer à la suivante. Parce que c'est ça, le contact est authentique, mais aussi les étudiants qui apprennent le français dans ces jumelages où ils sont jumelés avec des Québécois, ils se sentent toujours comme un peu les citoyens de seconde classe, ceux qui doivent apprendre des autres. Et on voulait les valoriser, nos étudiants qui sont en train d'immigrer au Québec, on voulait les valoriser dans le fait qu'ils sont rendus les Québécois pour aider d'autres personnes à l'étranger à apprendre. Donc, si on continue. Alors, on a commencé ce projet de jumelage avec le Brésil. On avait la chance à ce moment-là d'avoir des collègues à l'école de langue qui travaillaient dans un grand projet Paraná parle français. Paraná, c'est une région
du Brésil. Donc, les étudiants de niveau débutant et intermédiaire dans plusieurs universités là-bas avaient l'occasion, dans des cours généraux de français langue étrangère, de faire des activités pour des points boni. Et ils ont été jumelés avec les étudiants d'un de mes cours de communication orale et culture contemporaine du Québec, qui, eux, étaient rendus à un niveau avancé de français, avaient déjà fait des jumelages en présentiel comme celui dont j'ai parlé avant, et ils voulaient augmenter leur précision en expression orale, mieux connaître la culture québécoise, mais aussi mieux s'approprier la culture, dire que eux, maintenant, sont des Québécois et non plus seulement des gens en train d'apprendre. Donc, ils avaient à se rencontrer 4 fois en ligne dans le cadre du jumelage. Chaque rencontre, il y avait une petite partie qui partait d'une activité obligatoire dans le cadre de mon cours. Donc, à la première rencontre, les étudiants devaient se parler d'une chanson. À la deuxième rencontre, ils parlaient un peu de cinéma. Et les 2 dernières rencontres, ils pouvaient choisir librement les thématiques, mais toujours à partir d'une œuvre culturelle du Québec. Et généralement, l'activité devait durer 10-15 minutes, mais en général, les étudiants restaient en ligne à parler 1h30, 2 heures. Donc, quand on recevait les vidéos, c'était extraordinaire tout ce qui se disait. On peut continuer. Donc, nos étudiants brésiliens, comme je disais, viennent du Paraná, qui est la région que vous voyez en rouge sur la carte, donc très au sud du Brésil. Ils sont inscrits dans différents niveaux. Et une des choses que leurs enseignants disaient, c'est qu'ils ont accès presque uniquement à du matériel européen. Or, ce sont des étudiants brésiliens qui souvent souhaitent venir au Québec pour étudier, travailler ou vivre. Donc, l'idée d'intégration est importante pour eux. Et comme je disais, mes étudiants ukamiens, eux, sont en train de s'approprier leur identité de nouveaux Québécois à travers tout ça. On continue. Oui. Donc, d'après vous, quels sujets ont intéressé le plus les Brésiliens? On vous a mis 6 choix de réponse, donc on vous demande de classer, d'après vous, quels sujets ont pu les intéresser le plus à travers les discussions. Je vous laisse un petit moment pour répondre. Et vous pouvez appuyer sur la réponse et en appuyant, vous la mettez en ordre. Vous pouvez la déplacer après en ordre. Vous pouvez jouer un peu avec vos réponses. C'est plus compliqué qu'écrire quelques mots. Alors oui, je vois que ça bouge. On peut attendre encore un peu ça. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut déplacer les choses. Oui. Et les réarranger selon ce qu'on pense. Apparemment, pour l'instant, vous considérez la neige comme plus importante. Seulement parce qu'il neige dehors ou... C'est ça, on a la journée idéale pour penser que la neige est très importante. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que depuis le début, la vie d'étudiant, bon, ça remonte juste au moment où j'en parle, mais c'est quand même un sujet qui intéresse beaucoup nos Brésiliens. Comme je disais, ils envisagent de venir ici, donc ils veulent savoir comment se passe la vie d'étudiant. Tout ce qui est l'alimentation aussi les intéresse beaucoup. Donc, vie d'étudiant, alimentation, mais effectivement, la neige, c'est quelque chose parfois de mystérieux et on se demande comment on fait pour vivre à travers ça. On peut continuer. Donc, quelques exemples d'activités qu'on peut faire à travers des jumelages comme ça qui se passent en ligne entre des étudiants dans 2 pays qui ont quand même l'avantage d'avoir à peu près le même fuseau horaire. Ça va être une problématique qui va se présenter avec l'Allemagne, qui se présente moins entre le Québec et le Brésil. Donc, pour se rencontrer, c'est quand même assez facile de se rencontrer régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux si on passe à la prochaine? Donc, une première activité, c'est de partager, mettre en pratique les apprentissages qu'ils font sur la langue. Ici, c'était un tandem qui s'est rencontré pour la première activité où ils devaient se présenter une chanson
Donc, mon étudiant au Québec devait présenter une chanson québécoise. Alors, l'étudiante avait choisi cette chanson de Blue Jean Bleu, J'ai mangé trop de patates frites. Et vous voyez, elles avaient fait tout le travail de découper le texte en groupe rythmique, de marquer l'intonation à travers le texte pour aider sa jumelle à comprendre, à écouter le texte, à améliorer sa prosodie. Donc, à travers l'activité, ils ont fait tout un volet de phonétique, de prononciation, mais aussi cette activité les a ouverts sur une réflexion sur l'alimentation. Parce que, bon, la chanson est un peu légère, mais parle de la consommation de patates frites. Or, l'étudiante brésilienne était surprise parce que pour elle, on mange des patates frites quand on est pauvre, qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, elle trouvait ça bizarre qu'on fasse une chanson sur le sujet. Et ils ont eu la discussion sur, ah oui, qu'est-ce qu'on mange? Mais toi, est-ce que en tant qu'étudiante, tu peux bien te nourrir? Donc, ça a été très, très riche comme discussion qui est venue. Et c'est un type de texte qu'en tant qu'enseignant, on ne va jamais penser à utiliser ça pour une activité. Quand on veut utiliser une chanson en classe, on va essayer d'aller chercher quelque chose qu'on considère plus profond. On va aller chercher du Ferland, du Charlevoix. On ne va pas aller chercher un texte comme ça. Or, c'est un texte riche, un texte qui les a nourris dans leur réflexion sur la vie quotidienne au Québec. Donc, ça, c'est un exemple d'activité qui a très bien marché. Ensuite, si on passe, il y a eu une volonté d'explorer des sujets sensibles, des sujets difficiles. Les Brésiliens et les Québécois, on partage en ce moment toute la réflexion, la problématique sur le traitement qui a été fait des peuples autochtones à l'arrivée des Européens, à quel point notre héritage tient compte ou non de ça. Donc, c'est un sujet que les étudiants ici avaient envie d'aborder ensemble. Et là, ils se sont unis, deux groupes de jumelage ensemble pour mener cette discussion sur un roman d'une auteure autochtone Innu du Québec. Donc, mes étudiants au Québec avaient envoyé un petit extrait à leurs jumeaux au Brésil pour qu'ils puissent connaître un peu l'œuvre. Et là, ils avaient discuté ensemble de tous ces sujets sensibles, ces sujets parfois difficiles dans une société qu'on a un peu de mal à aborder. Là, ils l'avaient fait avec une belle réflexion, une belle comparaison des réalités d'un côté ou l'autre, en allant parfois chercher une autre langue. Le défi dans ce jumelage-là, c'est que le jumelage se déroule en français, mais personne n'est francophone natif. Donc, parfois, ils allaient shader un petit peu avec un mot d'anglais ou un mot d'espagnol, parce que plusieurs des étudiants dans la classe viennent du Mexique, de Colombie. Donc, pour communiquer, ils s'aidaient avec d'autres langues proches aussi. Si on continue. Donc, il y a eu aussi des activités sur le cinéma, donc se faire connaître des œuvres. Alors ici, mes étudiants, vous voyez à gauche, avaient monté tout un PowerPoint pour expliquer à leurs étudiants, à leurs jumeaux, un peu comment ça se déroule le cinéma au Québec depuis 2010, quels sont les films les plus populaires. Donc là, ça les a amenés à comparer, ah oui, mais la place que le cinéma américain vient occuper dans nos vies par rapport à nos cinémas nationaux. Donc ça aussi, ça avait été un bel échange qui avait lieu. Et si on passe une dernière activité, donc là, à partir d'un court-métrage qui se déroule en hiver, les étudiants étaient partis à parler de la météo. Comment on fait pour survivre dans un pays où il y a de la neige en hiver et une réflexion sur, mon Dieu, mais il y a une tempête de neige et il y a quand même des écoles qui sont ouvertes. Donc, toute cette découverte, cette réflexion, qu'est-ce que je fais si j'arrive au Québec? Où est-ce que je dois aller pour me trouver un bon manteau, des bonnes bottes? Donc, encore là, c'était parti sur la vie qu'ils vont vivre comme étudiants s'ils viennent ici. Donc, à travers ce jumelage, on a vraiment permis à nos étudiants qui sont ici de se sentir plus, de s'identifier plus à leur culture québécoise qu'ils sont en train d'adopter. Et on a permis aux étudiants qui envisagent de venir, donc les étudiants qui sont encore à l'étranger, de commencer à sensibiliser à des thématiques qu'ils n'ont pas forcément dans leur manuel, dans leur cours de tous les jours, parce que le matériel souvent est plus européen. Donc, c'est un peu ça qu'on fait avec les jumelages en français. Et là, on en discutait, c'est ça, avec Sébastien qui cherchait des idées. Et de là, les jumelages ont continué à se propager. Et donc, il va vous parler un peu de ce qu'il fait avec l'allemand. Magnifique, merci. Je souris depuis tantôt parce que tu viens de dire que les apprenants au Brésil apprennent qu'il y a une tempête de neige, les écoles restent quand même ouvertes.
Maintenant, ils sont fermés aujourd'hui, justement. Les écoles des enfants, mais les universités sont ouvertes. Ça, ça c'est vrai. Très bien. Donc voilà pour les jumelages Québec-Allemagne. Et ben, tantôt, Juliane nous a apporté des belles photos de la Tour Eiffel. Puis je me suis dit, peut-être, vous voulez en voir plus, des photos de la Tour Eiffel, parce qu'on ne peut jamais en avoir assez. C'est un peu la même réalité aussi pour les apprenants du français en Allemagne et dans les pays germanophones en général, notamment l'Autriche, où la plupart des manuels qu'on utilise, évidemment, sont des manuels fabriqués en Europe et sont très orientés vers la France. Ceci est vrai surtout pour les écoles secondaires, mais aussi pour l'équivalent du cégep, donc le niveau plus avancé aux écoles secondaires, et très souvent aussi pour les universités, euh, où, ou au moins jusqu'à où souvent la francophonie reste relativement vague. Le Québec, souvent, n'est pas du tout abordé. Et donc, les gens ont peu de compréhension, de connaissances donc, du reste de la francophonie. En ce qui concerne les apprenants de l'allemand au Québec, mais ce qu'on a dit tout à l'heure dans le sondage, c'est qu'on voit il y a un intérêt général, hein. Il y a un choix, il y a une raison pourquoi les gens choisissent l'allemand, puis il y a un intérêt en général pour l'Allemagne, pour le monde germanophone, souvent pour la ville de Berlin qui attire toujours du monde, comme la ville de New York ou la ville de Paris le font aussi. Mais ce qui est problématique au Québec, c'est que mais il y a une absence de la communauté germanophone visible. Donc, c'est très difficile de appliquer ce qu'on a appris en dehors de la salle de classe. On ne voit pas trop souvent ces germanophones-là qui habitent les villes, Montréal, Québec et autres. Et en même temps, si on veut donc se déplacer pour l'Europe, pour pratiquer, pour appliquer, pour plonger dans la culture, mais il y a une certaine distance. Les coûts sont élevés chaque année de plus. Et donc, c'est relativement compliqué. Euh, En ce qui concerne le matériel aussi, donc l'approche à la culture germanophone à travers l'apprentissage de la langue, surtout au Québec, mais ça passe à travers les manuels qu'on utilise, puis je fouille un peu ce qui est utilisé dans les cégeps différents, dans les universités. Et en gros, les manuels les plus utilisés sont des manuels fabriqués en Europe aussi, fabriqués en Allemagne qui, no surprise, n'ont pas la Tour Eiffel sur la page titre, il n'y a pas de raison, mais qui, au moins dans la plupart des cas, ont des visages des personnages. Et comme vous voyez ici, donc ça, c'est des manuels les plus utilisés actuellement. Mais surtout à droite, là, je trouve ça frappant, cette manuel s'appelle le Menschen, être humain. La société allemande qui est présentée dans ces manuels-là est une société très homogène, hein. Tout le monde sourit, tout le monde est toujours de bonne humeur. Hein, ça, c'est déjà questionnable. Et aussi, surtout, tout le monde est blanc. Donc, il y a vraiment une réalité traduite à travers, transportée à travers ces manuels-là qui ne correspondent pas nécessairement toujours à la vérité. Puis, il y a d'autres manuels aussi, mais le gros, ce qui est utilisé, c'est un peu ça. Et donc, nous, à l'UQAM, évidemment, on essaye, on fait tout pour répondre à cet intérêt à la culture et pour fournir à nos étudiants donc, une possibilité de plonger dans la culture germanophone à travers des activités, des activités culturelles qu'on organise, des sorties, mais ça reste toujours des activités ponctuelles. On organise beaucoup de conférences, ou régulièrement des conférences, de colloques, etc. Et puisque tous nos cours sont offerts, et ça, j'aurais dû le mentionner plus tôt, j'aurais pu le mentionner plus tôt, tous nos cours sont offerts en mode commodal. On a beaucoup d'étudiants qui suivent le cours et même le programme en allemand à distance. Et donc, bien qu'on ne puisse pas les inviter à participer à des activités, des sorties en mode à distance, mais au moins nos conférences et nos colloques sont toujours en commodal, sont toujours, vous voyez la caméra lors de ces colloques-là, pour permettre aussi aux gens qui suivent les cours, à l'UQAM à distance, de plonger dans la culture et de participer à l'échange de la culture germanophone. On a mais ça, c'est l'aspect culturel, l'aspect jumelage, l'aspect échange, l'aspect parler, appliquer la langue, échanger avec des germanophones, des vrais Allemands, Autrichiens, whatever. Ça, on a aussi pour reprendre le terme que Juliane a utilisé tantôt, des jumelages traditionnels aussi ponctuels. Donc, dans le cadre des activités, des sorties qu'on organise, des séminaires qu'on organise, mais on a de temps en temps, des activités jumelage traditionnelles avec des Allemands. On a par exemple un séminaire d'études trinational en Allemagne avec des étudiants allemands et autrichiens.
où voilà, pendant une semaine de temps, les étudiants sont ensemble, un groupe, et font des activités type jumelage avec les gens. Et après, les Européens viennent nous voir à l'UQAM et la même activité poursuite. On a de temps en temps des visites. Il y a de temps en temps des groupes d'étudiants de l'Allemagne qui viennent en passage à Montréal et qui nous contactent. On les invite chez nous dans nos salles de classe, puis on organise, comme vous voyez en bas, des activités jumelage traditionnelles, mais ponctuelles. Et c'est surtout dans notre école d'été qu'on organise chaque année depuis 2014. Donc, un séminaire, un mois ou deux séminaires, 2 mois à Berlin, un séminaire du CAM, mais à Berlin, dans le cadre duquel on fait ce type d'activité jumelage. Donc, dans le cadre de l'école d'été, on rencontre chaque année des étudiants de français à l'Université de Berlin pour des activités jumelage. Quelques photos que vous voyez ici. Donc, on se rencontre, les gens se mélangent, se discutent sur plusieurs sujets, font connaissance de l'autre, font connaissance de la culture de l'autre, discutent de certains aspects de la culture. Puis, c'est toujours une activité qui est très, très, très populaire. Là, je vous montre un petit exemple d'un album photo qu'une participante a fait suite à l'école d'été de 2022. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil, vous allez, si vous regardez les photos à venir, je vous invite à compter combien de fois vous allez voir mon collègue et amie Juliane apparaître. Va apparaître à plusieurs reprises. Là, le petit indice ici, on a réappelant en haut à gauche, là, on la voit assise ici dans la pelouse aussi. Là. Si on était en présentiel, je vous apporterai une bière pour la personne qui gagne, mais là, vous pouvez juste gagner l'honneur si vous trouvez les bons chiffres. Bref, ces activités de jumelage sont toujours très, très, très populaires. Donc, les gens adorent être en contact. Dans les commentaires qu'on reçoit depuis plus de 10 ans maintenant, c'est toujours le fait que le contact est direct, c'est plus fluide, c'est plus décontracté, la conversation est plus facile. On aime bien ça. Puis ce qui revient toujours, 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 ça serait bien d'avoir plus souvent cette opportunité de parler avec les Allemands. Et donc, ça, on a commencé en 2014, puis depuis quelques années, j'ai commencé à dire, ben, il va falloir qu'on mette quelque chose comme ça en ligne pour avoir des jumelages plus souvent. Et donc, est née cette idée, puis en collaborant avec Juliane, puis en regardant un peu avec des partenariats, j'ai commencé à développer cette activité-là pour avoir des jumelages en ligne. Vous voyez en bas, je vous ai apporté quelques logos d'université parce que j'ai dû changer d'université souvent. Il faut trouver un partenaire en Allemagne avec qui on peut faire. Donc, idéalement, un partenaire où on trouve un groupe d'étudiants de français, langue étrangère, qui correspond à notre niveau. Un niveau que je choisis chez nous, c'est le niveau fin débutant, début intermédiaire, A2 environ, pour qu'on puisse avoir quand même une conversation qui a de l'allure. Chez nous, les étudiants, les groupes sont très hétérogènes parce que tout le monde vient de domaines différents. Hein. Ils sont pas tous, ils sont plus ou moins hétérogènes au niveau de la connaissance de la langue allemande, mais très hétérogènes au niveau des intérêts, du domaine d'études, etc. Et c'est un peu la même réalité en Allemagne. Pour motiver les gens, on a vu tout à l'heure dans les premières questions, n'est-ce pas, Juliane l'avait souligné, pour motiver les gens davantage, il va falloir que cette activité ne soit pas une activité obligée, hein, parce que pas tout le monde est à l'aise de participer, pas tout le monde veut s'engager, et donc ça reste une activité volontaire, et chez nous, mais aussi souvent chez nos partenaires en Allemagne. Mais pour quand même ajouter une certaine valeur, puis pour stimuler la motivation, en fait, les étudiants reçoivent des points de participation. Euh, pas pour la forme dont le jumelage se déroule, mais pour le fait de participer. Donc, ils ne sont pas évalués sur le contenu, ils ne sont pas évalués sur leur connaissance de la langue ou l'apprentissage, mais sont évalués. En fait, ils reçoivent des points bonus, si vous voulez, pour la participation telle quelle. Chez moi, ça substitue une partie de l'examen oral. Chez nos partenaires, c'est des points de participation. Pourquoi j'ai changé d'université? Et parce que, bon, il faut trouver un partenaire qui est intéressé de le faire, ce qui est très facile en Allemagne, puisque, vu qu'a priori, les étudiants apprennent toujours sur la France, mais très rarement sur le Québec, l'intérêt est là. Et donc, les profs souvent sont très intéressés d'avoir un contact avec les étudiants au Québec.
Le problème, et Juliane l'a mentionné, c'est le décalage horaire. Non seulement on parle de 6 heures de différence, mais aussi la différence dans l'organisation des sessions. Ça, c'est très vrai pour les universités parce que voilà, ce qu'on appelle la session d'automne chez nous, mais en Allemagne, elle s'appelle session d'hiver, puis c'est pas les mêmes temps. Ça commence en octobre et ça finit tôt en février. Mais c'est la seule session où ça fonctionne, où on a un certain moment, on parle de 6 semaines en parallèle pour pouvoir organiser ce jumelage-là. C'est-à-dire que nous, à l'UQAM, on se prépare au début de la session. Et moi, je travaille avec les partenaires en Allemagne pour monter le jumelage. Et lorsque nous, on arrive proche de la mi-session, mais la session commence en Allemagne et puis commence donc l'activité. Euh, le, le problème, notre problème, si vous voulez, décalage horaire pour que les gens puissent parler, mais c'est que non seulement on a laissé cette différence, mais aussi la réalité culturelle fait de sorte que, mais, vous savez très bien, au Québec, souvent les étudiants cégepiens ou universitaires travaillent beaucoup, alors que en Allemagne, c'est un peu moins le cas. Et ainsi, le temps libre est un facteur assez compliqué. C'est pourquoi il faut bien préparer ces affaires-là. Puis je l'apprends au fur et à mesure. Chaque année, on ajoute des choses, on modifie des choses pour que ce soit plus facile. Euh, on organise souvent des rencontres préparatoires, parfois plusieurs rencontres préparatoires, où on essaie, par exemple, lors de cours qui a lieu en Allemagne, que nous, on se connecte, puis pour que, idéalement, tout le monde se voit, hein, puisse mettre un visage au nom, pour que les étudiants puissent poser des questions et ainsi briser la glace, hein, être un peu à l'aise. On voit, on est un groupe, un grand groupe international, puis on va, voilà, commencer cette activité ensemble. On monte un programme qu'on partage avec tout le monde en même temps. Donc, c'est une communication qui a lieu entre les profs en Allemagne, et moi et les étudiants des deux côtés, pour, encore une fois, former le groupe. Hein. Ce n'est pas moi qui donne des consignes à mes étudiants, puis mes collègues qui ont des consignes à leurs étudiants, mais on est tous ensemble et puis on travaille sur la même affaire. Donc, les consignes sont bilingues hein, déjà. Et voilà, donc on leur donne toutes les informations nécessaires, puis on propose des sujets, des thèmes sur lesquels ils peuvent échanger. En lien avec ce qu'on fait en salle de classe, donc les sujets qu'on voit en salle de classe, mais aussi en lien avec des intérêts généraux qu'on détermine, comme par exemple la différence entre le Québec et l'Allemagne, le sport, les différences linguistiques, n'est-ce pas, la vie personnelle, les études, Juliane a mentionné la vie d'étudiante, et donc tous ces sujets comme ça. Et ensuite, je demande aux étudiants, juste pour le simple fait de voir ce qu'ils font et pouvoir, si vous voulez, donner les points bonus, juste de s'enregistrer pendant 3 minutes et m'envoyer la vidéo sans mettre en scène un débat ou une discussion ou un dialogue, mais en fait, il faut que ce soit authentique. Hein. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est de dire, mais je veux vous voir en action, je veux vous voir échanger dans les deux langues, faire du code switching. Je ne veux pas que vous présentez un dialogue parfait. Ce n'est pas ça qui est l'intérêt. Et ça fonctionne très, très bien. Mais pour mieux, pour faciliter les choses, pour que ça puisse se développer plus rapidement, puis pour que les binômes puissent être formés plus vite et pour que les gens puissent commencer à échanger plus vite, mais on a développé donc un sondage qu'on distribue parmi les étudiants des deux côtés avec toutes leurs informations, leurs intérêts. Hein, ils viennent de domaines d'études différents, des intérêts personnels, les sujets qui les intéressent particulièrement pour en débattre, mais aussi leur disponibilité. Hein. Donc, si un tel travaille un jeudi soir, ben, c'est impossible, donc on switch la journée. Et comme ça, c'est plus facile de matcher les personnes pour pouvoir aller de l'avant plus rapidement. Et donc, depuis quelques années, c'est établi avec... parce qu'il y avait toujours des problèmes. Les Allemands, parfois, la prof a pris un congé, donc elle n'était plus là, c'était facile, il fallait changer d'université, etc. Depuis quelques années, c'est assez stable avec la Freie Universität Berlin. Donc, à un niveau A2, les étudiants sont plus ou moins, ont plus ou moins le même niveau. Ils sont, comme j'ai dit, plus ou moins tous formés avec un matériel européen, mais très intéressés par le Québec. Sauf qu'un séjour au Québec dans lequel n'est pas vraiment prévu. À l'UQAM, c'est aussi un groupe hétérogène au niveau des gens d'études, mais assez uniforme, assez homogène au niveau, en ce qui concerne le niveau d'allemand. Eux, comme je dis, très peu de contact avec l'Allemagne, peu ou très peu de contact, mais
a priori, toutes et tous sont intéressés à court ou à long terme d'y aller. Donc, ils sont en intérêt à cette culture, puis ils veulent apprendre davantage. Donc, voilà. Mais là, on les met ensemble, ils discutent. Puis, de quoi pensez-vous que ces étudiants discutent le plus souvent? Si c'est un peu choix libre, à quel sujet pensez-vous qu'ils s'intéressent? Donnez-moi quelques mots, juste des mots, sans réfléchir trop. Ou si vous étiez amené à faire un échange avec un Allemand, l'amour, hein, ça commence bien, j'aime ça. Très positif. Le quotidien, absolument, très bien. Imaginez-vous, demain, vous êtes obligé de rencontrer des Allemands pour discuter. Ça serait quoi? Le nightlife, Le nightlife, natürlich. La poutine, ah, oui. Écoute la la vie. bière. Les mets, ah, et la nourriture, très bien. Le football, natürlich. Donc, les voitures. L'Oktoberfest, classique. Quand même amusant que la politique ne vienne pas du tout. Surtout en ce moment-là. Le mur de Berlin, voilà l'histoire, absolument. Puis c'est l'université, la Freie Universität, n'est-ce pas, l'université en Allemagne de l'Ouest, mais à Berlin, donc exactement, le mur, c'est quand même important. Très bien, donc voilà, plusieurs idées, très très bien. Et bien, en effet, c'est qu'on a vu depuis qu'on a commencé ce projet-là, c'est que souvent les étudiants discutent, comme avec l'exemple que Julien vient de présenter, de la vie d'étudiant, donc des études, mais aussi le travail et la famille, donc la vie privée. Et très rapidement, ils viennent vers un débat plus général des différences culturelles entre le Québec et l'Allemagne. Comprendre le Québec, comprendre l'Allemagne et discuter des différences culturelles. Donc, ça, c'est souvent les sujets qui sont abordés les plus souvent. C'est que tout le monde remarque plus tard, et on voit ça des commentaires dans les évaluations du cours ou autres, c'est qu'ils se rendent compte d'une certaine amélioration de la langue, d'apprentissage, dans ce contexte convivial où on n'est pas stressé, où on est confortable avec des corrections, on peut juste aller de l'avant. Et, et donc, c'est un aspect très positif qu'on voit souvent. Donc, j'ai juste mis en gras un peu les mots qui sortent le plus souvent, qui sont le plus importants. Donc, l'évolution du niveau d'allemand. Et ce que je trouve très intéressant, puis j'en ai parlé avec plusieurs, cette amélioration dans la capacité d'avoir une conversation. Ça ne veut pas nécessairement dire que les gens sont vraiment meilleurs, mais ils se sentent à l'aise. Puis ils se rendent compte que bien que mon vocabulaire soit limité, bien que ma connaissance de la grammaire soit limitée, je suis capable d'avoir une conversation, mais là, je suis obligé. Et donc, ça me donne plus d'estime de soi. On rencontre aussi des gens éventuellement très intéressants, des gens avec qui on peut être amis ou pourrait être amis éventuellement. Et donc, on discute de plus des choses différentes de la vie étudiante, des nouvelles, etc., etc. Et donc, souvent, les gens soulignent le fait, ben, c'était tellement stimulant, c'était tellement intéressant, puis j'ai vraiment envie de continuer. Peut-être je veux même rencontrer cette personne un jour à Berlin. Il y en a qui se filment vite fait, et qui vont pas, qui se donnent pas trop de stress pour les vidéos, mais d'autres, mais ça, cet exemple des deux étudiants ici, là, ils mettent vraiment une mise en scène carrément parce qu'ils s'amusent tellement. Donc, où ils ont mis leur film stagé un peu bilingue, ils ont pris la peine d'écrire chaque mot, chaque phrase sur l'écran. Mais c'est dû aussi, comme plein d'autres d'ailleurs, m'ont dit après qu'ils ont continué au-delà de l'activité à communiquer ensemble. Et ça, c'est quelque chose que je trouve toujours intéressant parce que, ben, évidemment, le premier contact se fait souvent par médias sociaux. WhatsApp est très populaire en Allemagne et donc ça fonctionne très bien d'entrer en contact avec des Allemands sur WhatsApp. Puis une fois établi, ben oui, c'est sûr que l'activité a souvent lieu sur Zoom parce que c'est facile de s'enregistrer aussi, mais la communication, le jumelage en ligne continue par écrit souvent sur WhatsApp ou par message enregistré ou whatever. Voici un exemple d'une étudiante qui a continué à communiquer avec son binôme. J'aime bien que les deux communiquent
dans les deux langues, ils font du code switching selon leur goût, et ils échangent donc sur plusieurs sujets, entre autres, le partenaire allemand a partagé plein de liens d'arrêt vers des artistes, d'expositions en Allemagne, mais aussi ils sont finis, donc voilà l'échange que je vous montre ici, ils sont finis par se rencontrer à Berlin. Et donc, on continuait leur échange autour d'un café live. Et donc, ça, on voit souvent. Et j'arrête avec ça, parce que vu que l'idée, c'est toujours de voyager, n'est-ce pas? Ce qui m'a particulièrement plu cette année, en fait 2024, quand je suis allé retourner à Berlin avec l'école d'été à Berlin, et voilà, on est allé à l'école d'été à Berlin, on a rencontré, comme d'habitude, un groupe d'étudiants de Berlin, et tout d'un coup, sont arrivés plusieurs autres étudiants qui sont venus juste pour voir leur binôme du jumelage en ligne, hein. Parce que, vous savez, ben, ils sont là, ils sont à Berlin, ils sont à l'université, puis moi aussi, je vais arriver dans la salle de classe pour participer à cette jumelage live avec donc mon binôme en ligne. Et donc, ça, c'est un élément particulièrement intéressant, je trouve. Mais, ben voilà, encore une fois, à vous de la chance de gagner des billets parce que plusieurs photos de Juliane sur l'écran. Donc, comme on a dit au début, un des points pourquoi ce sujet m'interpelle tellement, pourquoi je veux continuer à travailler, c'est parce que Juliane, j'ai eu la chance de travailler avec Juliane tout court comme collègue, mais aussi comme ancien élève dans les cours d'allemand, qui, elle, a participé au jumelage en ligne en allemand, a participé au jumelage sur place à Berlin et organise ces jumelages, comme elle vient de vous présenter. Et donc, Juliane m'a beaucoup appris. Puis voilà un exemple de l'expérience de Juliane dans les jumelages en ligne en allemand. Juliane, je te laisse parler un peu de ton expérience. Oui, donc c'est ça. Moi, du fait d'en avoir organisé tellement souvent, et bon, depuis tantôt, je parle de toutes les qualités des jumelages, un des points faibles parfois que les étudiants signalent, c'est l'impression un peu de répéter toujours les mêmes thèmes. Quand un étudiant fait plusieurs jumelages dans son parcours et qui dit, ben, à la longue, toujours parler de mon parcours d'immigrant, c'est lourd. Donc, moi, comme organisatrice de jumelage, j'essaie toujours pour chaque jumelage d'avoir un thème et des activités spécifiques pour pas que l'étudiant revive la même chose. Alors, dans mon cours où j'étudiais, j'ai été jumelée avec une jumelle à Berlin. Tout de suite, je me suis dit, il faut qu'on se trouve un thème commun pour que ça se passe bien. Donc, la première fois que j'ai écrit à ma jumelle, je lui ai demandé dans quoi elle étudiait. Et elle m'a dit qu'elle faisait un programme où elle avait le français et le théâtre féministe. Alors, on s'est donné un thème. Nous, à chaque fois qu'on se rencontrait, on se présentait une femme auteure. Donc, moi, j'ai présenté une femme auteure du Québec et elle, une femme auteure d'Allemagne. Donc, on faisait toujours, en théorie, on était censé se rencontrer 30-40 minutes à chaque fois, mais on finissait toujours par rester 2 heures sur Zoom parce qu'on prenait 1 heure à parler en allemand de la femme auteure allemande et 1 heure à parler en français de la femme auteure du Québec. Donc, on s'envoyait à l'avance un petit extrait, on lisait. Ici, vous avez des exemples. Quand il a fallu faire la vidéo de 3 minutes pour envoyer à Sébastien pour l'évaluation, on s'était monté un petit PowerPoint en pensant reparler 3 minutes, faire une synthèse. Finalement, je pense qu'on aurait enregistré un 40 minutes, là. Pauvre prof que lui a corrigé ça, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est ça. Donc, nous, on était toujours comme ça à se présenter différents thèmes. Donc, elle savait que je m'intéressais beaucoup à l'époque du mur de Berlin, alors elle m'a présenté un roman qui parle de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que Yannicka était un peu meilleure en français que moi, je l'étais en allemand à ce moment-là. Et une chance, parce que quand on avait des bruits de communication, elle était capable d'intervenir. Donc, vous voyez dans la photo à côté de Kim Thuy comment les deux, on est en même temps en train de faire un même geste pour essayer de s'expliquer quelque chose. Donc, ça a été très riche et nous, on a continué pendant un an complet à se rencontrer chaque semaine pendant 2 heures pour travailler. Moi, je suis le genre de personne qui n'aime pas beaucoup être sur Zoom, ça me rend anxieuse, mais cette expérience-là, je la vivais bien parce que c'était tellement juste enrichissant, égalitaire, c'était merveilleux comme expérience. Donc, ça nous amène à notre conclusion. Notre titre initial était les jumelages interculturels et plurilingues en ligne des expériences pour un apprentissage humain.
Donc, au niveau des avantages des jumelages, on espère vous avoir fait voir un petit peu comment ça permet un échange culturel, développer une meilleure compréhension du monde et développer une meilleure compréhension de l'autre. Ce qui, on doit se dire en ce moment, est très important pour notre citoyenneté numérique et sociale. Toute la désinformation populiste qui arrive, comment mieux la déconstruire qu'en ayant des contacts réels avec les autres, au lieu de juste entendre ce qui sort facilement sur les réseaux sociaux. Grâce au jumelage, on développe nos compétences interculturelles, on diversifie notre entrant langagier parce qu'on a des personnes réelles au lieu d'être seulement avec ce qui rentre dans la salle de classe. Tout est collaboratif, tout est sous un pied d'égalité, c'est motivant, ça donne du plaisir. Donc, il y a plein d'avantages. Au niveau des inconvénients, est-ce qu'il y en a vraiment? Peut-être des toutes petites choses comme le décalage horaire, mais c'est tellement mineur par rapport à tout ce qu'on s'en donne qu'on pense que c'est une activité qui en vaut la peine. Et la dernière diapo, on a quelques références si vous intéresse, entre autres le livre dont je parlais du début qui est rendu disponible gratuitement sur Internet si vous voulez en savoir plus sur d'où ça parle les jumelages. Et il y a un article en allemand qu'on a écrit sur le sujet s'il y en a qui parlent l'allemand et qui veulent s'y tenter. Merci beaucoup. Merci, mais merci à vous. Il y a tellement de liens à faire avec les besoins de relations humaines dans la formation à distance en général. C'est un truc sur lequel on travaille beaucoup aussi de notre côté. Merci d'avoir montré à votre façon. D'ailleurs, Juliane, vous avez mentionné que les rencontres de jumelage étaient enregistrées à un moment donné. Donc, Bruno Philippe Richard nous demande de quelle manière est-ce que vous avez utilisé ces enregistrements-là comme enseignante? OK. En fait, moi, c'est que dans le cadre du cours où on a fait le jumelage avec le Brésil, les étudiants doivent l'activité sur la chanson, l'activité sur le cinéma, ils doivent me remettre à moi un enregistrement de 2-3 minutes où ils présentent le thème. Et je leur donnais toujours le choix entre me faire quelque chose qu'ils enregistrent au laboratoire ou me remettre la partie de leur rencontre. Tout le monde m'a remis ces rencontres réelles parce qu'ils trouvaient que c'était une communication plus authentique, que c'était plus intéressant qu'un enregistrement un peu stérile à l'ordinateur. Mais souvent, les étudiants, ils sont pas toujours à l'aise pour savoir quand partir à enregistrer l'enregistrement sur Zoom. Donc, souvent, ils m'envoyaient la vidéo complète de leur enregistrement en me disant, ah, la partie que vous devez écouter, c'est le 2-3 minutes ici. Mais donc, évidemment, pour l'évaluation, je respecte ça, mais par curiosité, parfois, je débordais un petit peu. Je trouvais ça fascinant d'entendre le type d'échange qu'il y avait. Donc, ça servait pour ça, les enregistrements. C'est privé pour moi. Oui, 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 voilà, merci. Sébastien, vous avez mentionné qu'il y a très peu d'exposition de la culture germanophone au Québec. Les gens ne sont pas en contact avec le fait allemand. On a mentionné dans le clavardage les activités de l'Institut Goethe, mais est-ce que, par curiosité, là, en quelques secondes, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir nommé le marché de Noël de Québec, le marché de Noël allemand, titille au moins une curiosité pour la culture allemande? Tout à fait. Et le marché allemand, peut-être ça serait une activité vraiment allemande d'une certaine manière, parce que, n'est-ce pas, les organisateurs derrière, c'est des Allemands, puis c'est vraiment construit, ça s'est développé dans l'esprit des marchés de Noël allemands. Tout à fait. Mais l'Institut Goethe n'est pas un institut pour les Allemands. C'est un institut, c'est un organisme qui s'adresse plus aux Québécois. Donc, du coup, si on y va en tant qu'Allemand, oui, on a une bibliothèque, on a souvent des films, mais même parmi les gens qui travaillent là-bas, on ne compte pas beaucoup nécessairement d'Allemands. Ce n'est pas un lieu pour échanger avec des Allemands. Donc, c'est pas ça vraiment derrière l'esprit. Et donc, a priori, la culture, la communauté germanophone reste un peu disparue. S'intègre, mais elle se mélange, elle ne se mêle pas. Et donc, ça met la chose, ça rend la chose un peu compliquée. Ben voilà, on a eu un petit avant-goût, le goût d'aller plus loin, de faire. Merci pour ce point de contact aujourd'hui avec cette culture-là. Du côté du public, je vous invite à remplir le formulaire d'appréciation. On va vous mettre le lien dans le clavardage également, comme après chacun de nos ateliers pendant la semaine qui est possible grâce au financement du ministère de l'Enseignement supérieur, qu'on remercie au passage. Je vous annonce que bientôt, le pôle d'expertise en FAD
va lancer une toute nouvelle activité. C'est une foire aux questions vivantes en toute convivialité. Venez vivre 17 minutes top chrono de formation à distance avec nous. On commence le 26 mars à 9 h. Vous pouvez vous inscrire pour participer en direct à cet événement-là. Il y a moyen aussi de vous abonner à notre nouvelle infolettre qui sera diffusée régulièrement par l'équipe du pôle. Notre prochain rendez-vous, et on va conclure avec ça, je vous attends à 15 h pour discuter d'un guide pour concevoir du matériel pédagogique autoportant. C'est l'équipe du Service national du récit de la formation à distance qui viendra nous entretenir de ce guide-là. Alors, petite pause, je vous dis à tantôt.